Les amis, connaissez-vous Arthur Conan Doyle? Non. Eh bien, connaissez-vous Sherlock Holmes? Non. Non? Ce personnage mythique créé de toutes pièces par Sir Arthur Conan Doyle il y a 130 ans vit toujours à travers de nombreuses adaptations sur écran. Il est le papa de la façon pragmatique de penser face au crime et nombre de séries policières ou œuvres littéraires s'en inspirent comme... Et puis... Sans lui, la criminalistique n'existerait pas. Nous allons ensemble résoudre l'énigme de Sherlock Holmes. C'est parti. Ouais, je sais. J'ai du budget. Arthur Conan Doyle, le créateur entre autres de Sherlock Holmes, est né le 22 mai 1859 à Édimbourg en Écosse. Issu d'une famille catholique de 10 enfants, il suivra les études de sa scolarité chez les jésuites à Oder Place. À l'âge de 16 ans, il rejette le christianisme pour devenir agnostique, c'est-à-dire qu'il reste perplexe quant à la religion en général, mais laisse une porte ouverte face au doute, ce que les athées ne font pas. S'ensuit les études de médecine pendant 5 ans où, en parallèle, il écrit des nouvelles pour se forger un peu la plume. Petite anecdote. En 1880, il s'embarque comme officier à bord d'un baleinier pendant plus d'1 an pour une campagne de chasse aux phoques et aux baleines. Le malheureux tombera 4 fois dans les eaux glaciales et heureusement sera repêché, lui laissant amèrement le surnom du grand plongeur du Nord. Arthur? Elle est où? Il est passé où ce quoi là? Arthur? Je suis fou dans l'eau là-bas. Attends, je vais te. Attrape la bouée. Ah bah merde là, j'ai pas de corde. Oh les gars! Ah non, la merde là-bas, j'ai une idée, qu'est-ce que je fais là? Oh putain les gars, j'ai une idée! Captain Igloo! Captain Igloo! Mais revenons en 1878 sur les bancs de la faculté de médecine. Oh là, qu'est-ce que c'est? Oh. Désolé, je suis quelque peu en avance. Hier soir, j'étais boire une pinte et je ne me rappelle plus de ce que j'ai fait après. Alors, Joseph Bells. Wow. Là, devant un parterre médusé de jeunes élèves avides d'apprendre cette formidable science qu'est la médecine, se tient un personnage bien singulier, tant sur sa démarche d'apprentissage que sur son charisme atypique, Joseph Bell. Et c'est à vous que je dois Sherlock Holmes, écrit Arthur Conan Doyle à son ancien professeur et mentor le docteur Joseph Bell en 1892. Ce professeur, qui enseignait la chirurgie, était réputé pour la fiabilité de ses diagnostics et ses facultés déductives. Conan Doyle fut ébloui par la force de ses déductions et son sens de l'observation. Mais cela ne se limitait pas à la médecine car Joseph Bell était capable, à partir d'un seul détail du comportement, de la démarche ou d'un vêtement, de deviner l'origine et la profession de ses malades. Vous êtes con. Ah oui alors. C'est ce qu'on appelle la méthode déductive. Et Conan Doyle, alors élève, commença à associer la méthode déductive sur un autre plan. Si un détective possédait de tels dons d'observation et de déduction, il serait imbattable face aux criminels, n'est-ce pas? En 1892, il s'installe comme médecin à Portsmouth, mais son cabinet est peu fréquenté. Il a alors le temps de rédiger des nouvelles qui sont publiées dans divers journaux. Il se marie en 1885 avec Louisa Hawkins et a 2 enfants, Mary et Kingsley. Et devinez, en 1887 naquit Une étude en rouge, premier roman où les premiers pas de Sherlock Holmes, personnage mythique, viennent bouleverser le monde littéraire. Adviendra bien entendu un succès planétaire avec ses 56 nouvelles et 4 romans de ses aventures. Ça fait beaucoup. En 1889, son second roman policier Le Syndicate, relatant les enquêtes de Sherlock Holmes, ne trouve aucun éditeur en Angleterre, mais est publié aux États-Unis. En 1890, il oriente sa carrière vers l'ophtalmologie, mais c'est là aussi un échec. Il fait faillite et doit fermer son cabinet. En 1902, Conan Doyle est élevé au rang de chevalier de l'ordre de Saint-Jean par le roi Édouard VII en raison de ses engagements politiques relatifs à la guerre en Afrique du Sud. Sa femme Louisa meurt de tuberculose en 1903. Il se remarie en 1907 avec Jean-Élisabeth Lecky et a 3 enfants avec sa seconde épouse, Denis, Adrien et Léna Jean. En 1906, il écrit un nouveau pamphlet politique sur le Congo,
puis s'engage dans des causes judiciaires pour défendre la cause des condamnés à mort qu'il estime innocents. Un peu comme un certain personnage, vous ne trouvez pas? En 1918 et 1919, il perd l'un de ses fils et son frère de pneumonie, puis 4 autres membres de sa famille pendant la guerre. Il bascule dans la spiritualité, voire l'occulte, et rédige plusieurs ouvrages sur le sujet. À la suite de ces événements donc, Conan Doyle sombre dans une dépression. Il trouve le réconfort en défendant le spiritualisme et ses supposées preuves scientifiques de l'existence d'outre-tombe. Cela jouera un grand rôle dans la fin de son existence. Arthur Conan Doyle est retrouvé mort d'une crise cardiaque le 7 juillet 1930 dans sa maison de Crowborough. Nous pouvons voir de nos jours l'épitaphe sur sa tombe. Vrai comme l'acier, droit comme une lame, Arthur Conan Doyle, chevalier, patriote, médecin et homme de lettres. Nous avons là une œuvre majeure écrite pendant près de 40 ans et qui, je vous assure, pour les avoir tous lus et malgré que le premier ouvrage ait été publié il y a 130 ans, que son œuvre est tout à fait lisible de nos jours et vous entraîne dans un monde holmesque. Et une homelesque, une pour la 5! Cette vanne a gagné le concours de la blague la plus pourrie 2017. Comme le monstre de Frankenstein, alors ça c'est Frankenstein et ça c'est le monstre. Lui il s'appelle Frank et lui on sait pas, il y a plusieurs personnes dedans donc on va l'appeler John Doe. Donc, comme son créateur est dépassé par sa création, Arthur est vite relégué au second plan par Sherlock Holmes qui devient presque une personne vivante dans le cœur des Anglais. Au fur et à mesure que le mythe s'étend, Conan Doyle ne porte plus dans son cœur son fameux Sherlock Holmes. Son existence personnelle est très perturbée au quotidien par les courriers abondants qu'il reçoit, car les lecteurs assimilent l'auteur à son personnage. Et c'est d'autant plus difficile car Conan Doyle fait l'objet de plaisanteries et on lui adresse par courrier des enquêtes tout aussi saugrenues les unes que les autres. Cher Arthur Conan Doyle, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. À tous les coups, c'est le père du cru. C'est le père du cru. Arthur confie dans une de ses lettres qu'il a une overdose de son personnage. Il a donc essayé de tuer Sherlock Holmes dans une de ses enquêtes en 1893, la nouvelle Le Dernier Problème, car ne supportant probablement plus être relégué au second plan. Il le fait mourir dans les chutes du Reichenbach en même temps que son légendaire rival, le professeur Moriarty. Mais la mort de Sherlock Holmes est un choc considérable pour les lecteurs qui assaillent Arthur Conan Doyle de courrier. Ainsi comme le rappelle la préface de l'éditeur Folio, dans Londres, des gens portent un brassard noir en signe de deuil. C'est sans compter sur la pression des lecteurs et la pression financière qu'a subi son auteur que le grand détective refait son apparition 10 ans plus tard, en 1903, jusqu'en 1927 avec sa dernière aventure, l'aventure de Shoscombe Hall Place. Ce qui marque le lecteur ou le cinéphile assidu des aventures de Sherlock Holmes, c'est la faculté quasi instantanée des déductions impressionnantes à partir de petits détails insignifiants. Waouh! Mais contrairement à ce que de nombreuses personnes pensent, la majeure partie de ces déductions ne sont ni logiques ni scientifiques, elles sont statistiques. La méthode déductive à la Holmes est essentiellement basée sur une bonne connaissance de la société contemporaine et sur des statistiques. Le personnage opte pour des probabilités les plus plausibles et tisse une toile qui relie les faits entre eux. Sherlock Holmes résout les mystères par un processus en 3 étapes. L'observation des indices, l'induction et la synthèse logique. Regardez bien cette photo. Sherlock Holmes pourrait déduire que cet homme a un fils d'environ 3-4 ans grâce à cette photo. C'est le tatouage qui révèle ça sur son poignet droit. En effet, au vu de la position et de l'écriture, il est plus probable que cela soit un fils plutôt qu'un mari ou un compagnon. L'effet d'estompage du tatouage n'est pas visible encore, donc il est relativement récent. Ayant une bonne connaissance de la société, cette partie du corps est réservée statistiquement au tatouage de prénom d'être cher. Ici, le prénom est masculin, probabilité d'un fils forte. C'est élémentaire. Il pourra aussi évaluer son âge par la morphologie du visage, 30-35 ans, et qu'il est également célibataire.
Oui, ça il l'a vu sur son téléphone, hein, c'est marqué sur son profil internet. La déduction se fait par les recherches en tout genre, hein, le net est un outil adéquat. Mesdemoiselles, je sais pas pourquoi, j'ai pris en exemple que je suis célibataire. Pourquoi j'ai dit que j'étais célibataire? Non, c'est vrai, je suis célibataire, mais 06... On cherche l'élément, on le voit, et on le connecte l'élément dans une base de données pour déduire la cause la plus probable du pourquoi cet élément. Sachez que pour voir l'élément, il faut savoir qu'il existe et demande une grande connaissance hétéroclite. Dans la série Sherlock, il fait état de palais mental où toutes les informations nécessaires sont stockées dans sa tête. Pour justement acquérir cette formidable capacité, Holmes se déjoue aisément des conventions de la société pour parvenir à ce savoir. Là, par exemple, il s'entraîne avec Christian Grey dans la chambre rouge où, alors, il évalue... Je crois qu'il évalue plutôt les ecchymoses post-mortem sur un cadavre et mesure le temps de ses apparitions. Plausible. Voir les déductions, après que Sherlock Holmes ait donné la réponse, semble totalement plausible et nous donne l'impression que c'est absolument facile et que nous aussi, nous pourrions le faire. Né en 1854 selon les suppositions les plus courantes, aucune date n'est en effet citée, en un lieu non déterminé, descendant de petits propriétaires terriens et petit-neveu du peintre Horace Vernet, Sherlock Holmes est un célibataire endurci, plutôt misogyne, qui a pour logeuse Madame Hodgson. Son seul parent connu est son frère Mycroft, l'un des piliers du Diogène Club qui occupe des fonctions importantes auprès du gouvernement britannique. Le docteur Watson, son ami et biographe, est la seule personne qui partage son intimité. C'est d'ailleurs de son point de vue du personnage que l'histoire est construite. L'auteur a pris le parti de raconter l'histoire avec les yeux du docteur Watson. Sherlock Holmes réside au fameux 221B Baker Street à Londres où il exerce la profession de détective privé consultant. Il a commencé son activité en 1878 et rencontre le docteur Watson en 1880 et avoue avoir effectué 1 millier d'enquêtes en 1891. C'est pas mal. Grand, mince, élégant, mais négligent de façon bohème, Holmes est un fumeur invétéré. Cigarettes, cigares et pipes. Un sportif accompli, baritsu, boxe et escrime, un mélomane averti qui pratique le violon et un médiocre mangeur. Il ne supporte pas l'oisiveté qui l'épuise et ne vit que pour son travail. Pendant les moments où il ne peut pas travailler, il est parfois amené à se droguer, genre cocaïne. Mais il en profite aussi pour compléter la culture encyclopédique nécessaire à sa profession. Sherlock Holmes est égotiste. Si l'on cherche la définition sur Wikipédia, on trouve comme réponse celle qui pratique l'égotisme. Voilà. Non, eh bien l'égotisme est une personne qui a tendance à parler que de soi et qui voue un culte de lui-même. Oh là putain, qu'est-ce que je m'aime. T'en veux? Sherlock Holmes est un esprit supérieurement intelligent et supporte difficilement la lenteur d'esprit chez autrui. Artiste et doué pour les déguisements, il est toujours en représentation, aimant surprendre ses clients et son excellent ami Watson. C'est bizarre quand même, quand je suis en train de parler de ça, j'ai l'impression de faire un lien avec une vidéo que j'ai faite, la surdouance. Je vous conseille de la regarder, parce qu'il y a des petits liens quand même. Un peu d'autopromo, ça fait pas de mal. Bon bah si vous regardez pas, je suis pas méchant moi, pas grave. Hein. Si vous n'êtes pas méchant, mon cher, je puis pour ma part vous montrer le contraire. Vous êtes obligé de regarder sous peine de devoir vous tuer. Sherlock Holmes n'apprécie guère la police officielle et n'hésite pas à bafouer la loi lorsqu'elle lui paraît peu compatible avec la justice. Bizarre ça, comme les surdoués. Le rang de son client lui importe moins que l'intérêt de son affaire. Bien que prétendant mépriser la notoriété, il ne s'oppose en rien à la publication de certaines de ses enquêtes par Watson, qui contribue à lui donner une renommée considérable. S'il méprise l'argent et n'hésite pas à enquêter pour des gens modestes, il reçoit néanmoins des récompenses importantes de grands qui lui permettent de prendre sa retraite confortablement. Avec ses abeilles. À l'origine, Sir Arthur Conan Doyle avait prévu d'appeler son détective Cheringford Holmes. C'est une note manuscrite conservée à la British Library de Londres qui nous le dévoile. Pour lui, il n'existe qu'une femme, la femme, Irene Adler. Sherlock montre peu ses sentiments. Il passe souvent pour un homme froid, une machine à penser. La seule fois où Holmes montrera son attachement à Watson, c'est dans les 3 Gary Deb, où, pensant que Watson est blessé, il se ruera sur lui. Extrait du livre. Vous n'êtes pas blessé, Watson. Pour l'amour de Dieu, dites-moi que vous n'êtes pas touché. Cela valait bien une blessure, beaucoup de blessures. De mesurer enfin la profondeur de la loyauté et de l'affection qui se cachait derrière ce masque impassible. Pendant un moment, je vis s'embuer les yeux durs et frémir les lèvres fermes. Pour la première fois de ma vie, je sentis battre le cœur digne du grand cerveau. Cette révélation me paya de toutes mes années de service humble et désintéressé. Ce n'est rien, Holmes, une simple égratignure. Il avait déchiré mon pantalon avec son canif. Oh, vous avez raison, s'écria-t-il en poussant un immense soupir de soulagement. La blessure est très superficielle. Son visage prit la dureté du silex quand il se tourna vers notre prisonnier, qui se dressait sur son séant avec une figure ahurie.
Cela vaut mieux pour vous. Si vous aviez été Watson, vous ne seriez pas sorti vivant de cette pièce. À présent, monsieur, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, frère. Ces œuvres sont arrivées dans le domaine public, c'est-à-dire qu'elles sont consultables et téléchargeables gratuitement. Ainsi, ces 56 nouvelles et 4 romans sont disponibles à vous, lecteurs chevronnés et curieux de découvrir ou redécouvrir l'œuvre de cet auteur prolifique qui est Arthur Conan Doyle. Je vous mets un lien dans la description YouTube. C'est un fichier zip où quand vous l'aurez téléchargé, vous aurez l'accès intégral de Sherlock Holmes, qui fait environ 35 mégaoctets. Non, c'est cadeau, les. Ouais, je sais. Merci à René Paul pour cette interface PDF pratique pour la lecture. Les réalisateurs de films ou séries ont bien sûr exploité le potentiel de ce héros hors norme, et ce pour le plus grand bien du public. Je ne vous parlerai pas ici de la série Les Aventures de Sherlock Holmes des années 60 et la série Sherlock Holmes des années 80, car je n'ai pu visionner aucun des épisodes. En conséquent, je ne parlerai pas de ce que je ne connais pas, parole de point de vue. Si vous voulez, il existe aussi bon nombre d'adaptations de jeux vidéo sur PC où vous pourrez vous plonger dans l'ambiance, mais ça non plus, je ne peux pas vous en parler. Commençons en la matière avec 2 blockbusters signés Guy Ritchie, en 2009 et 2011, celui-ci et celui-là. Il met en scène Robert Downey Jr. dans le rôle titre et Jude Law dans celui du Dr Watson. L'excentricité de Holmes contraste énormément avec le flegme du Dr Watson, ce qui rend leur complicité très bien réussie. Notons que la bande originale des 2 films est signée quant à elle par le talentueux Hans Zimmer. Sa musique est captivante et donne une atmosphère des plus réussies. D'ailleurs, la musique que vous entendez, et que j'ai composée spécialement pour cette vidéo, s'est allègrement inspirée de cette ambiance. Pour les néophytes de la musique de film, Hans Zimmer a composé entre autres Le Roi Lion, Gladiator, Interstellar, Inception, Pirates des Caraïbes, Da Vinci Code, Pearl Harbor, Le Dernier Samouraï, Batman, bref, je suis sûr que là-dedans, vous en connaissez quelques-uns. Le premier film a engrangé 524 millions de dollars et le second opus 545. Sherlock est une série télévisée policière britannique créée par Mark Gatiss et Steven Moffat et diffusée depuis le 25 juillet 2010 sur la BBC One. Vous prenez Benedict Cumberbatch, que vous avez vu dans Doctor Strange, Imitation Game, Star Trek, ou que vous avez entendu dans la voix du dragon Smaug dans Le Hobbit, en tant que Sherlock, et Martin Freeman, que vous avez vu dans le rôle de Bill Bonsaquet sur le film Hobbit, ou encore dans Captain America, et cela donne un couple à l'écran incroyable. Cette série sur 4 saisons et 13 épisodes se déroule dans le Londres actuel, sauf pour un épisode, L'Effroyable Marié, où celui-ci navigue entre de nos jours et l'époque victorienne. On retrouve toujours un Sherlock déjanté qui se dit sociopathe de haut niveau et un Dr Watson qui quant à lui côtoie exclusivement des sociopathes. Chut, spoiler. Notons que les acteurs français de doublage Gilles Morvan et Yann Perra ont fait un formidable travail et que leurs voix sont désormais indissociables des 2 héros. La bande-son est passionnante, les thèmes sont mémorables. C'est l'une de mes meilleures séries que j'ai plaisir à revoir. Si vous ne l'avez pas vue, je vous pardonne. Si vous ne l'avez toujours pas vue dans une semaine après avoir regardé cette vidéo, je vous pardonne, je suis pas méchant moi. Pour les fans de la série, je vous mets en lien une vidéo Dailymotion qui vous montre le premier tournage d'une étude en rose qui n'a pas été acceptée par la BBC. C'est une version originale sous-titrée français et c'est le pilote de la série. Régalez-vous. Holmes. Film sorti en 2016, réalisé par Bill Condon, avec Ian McKellen dans le rôle de Sherlock. En 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sussex avec sa gouvernante et son fils. Une vieille histoire viendra le hanter, et comme la sénilité pointe son nez, il va tenter par tous les moyens de se souvenir de ce qui s'est passé il y a 50 ans. C'est un film sympa, ça mange pas de pain. Et pour finir, Elementary. Elementary est une adaptation libre et moderne des aventures de Sherlock Holmes. Comme quoi, prendre une certaine liberté peut conduire singulièrement à un résultat très satisfaisant. Prendre une certaine liberté peut conduire singulièrement à un résultat très satisfaisant. Signé Alban Talvinsky, 1984, célibataire. Le célèbre détective, venu de Londres où il était consultant pour Scotland Yard, Sherlock Holmes habite désormais à New York dans une résidence à Brooklyn. Tout juste sorti d'une cure de désintoxication, à la demande de son père richissime et avec lequel il est en conflit, Sherlock Holmes est contraint de cohabiter avec le docteur Joan Watson, ancienne chirurgienne reconvertie en compagnon de sobriété, également engagée par le père de Sherlock. Les capacités d'observation et de déduction phénoménales de Holmes, alliées aux excellentes compétences médicales de Miss Watson, sont mises au service du NYPD, New York City Police Department, chargé d'enquêter sur des crimes apparemment insolubles. Voilà, c'est tout pour moi. Comme vous pouvez le voir, j'expérimente un peu plus les scènes. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire savoir si ce style vous plaît ou non. Restez curieux les amis. Dr Watson, pourriez-vous dire à ces personnes qui nous regardent
comment faire pour suivre nos aventures. Très certainement. Eh bien, vous pouvez affectionner nos aventures par l'intermédiaire de pressoirs affichant une imagerie avec pouce, ou tout bonnement collaborer avec nous en distribuant notre œuvre avec tous vos convives. Voilà. Dr. Watson. Oui. Dr. Watson. Quoi? Ouais. Wesh, tu partages, frère. Tu mets un pouce bleu et tu t'abonnes à ma chaîne, gros. Non mais c'est quoi ce script là? Ça t'amuse de mettre des anachronismes verbales là? Ouais. À très vite. C'est quoi la prochaine vidéo? L'obsolescence programmée. Quoi? C'est quoi ça?